Oui, des fois, les gens sont un peu en retard. Ça prend du temps pour venir dans les salons, mais nous devons commencer à temps. Merci beaucoup. Nous aurons une session très intéressante. Mon nom est Zabi. Je travaille à l'UNICEF dans les départements de la chaîne d'approvisionnement. Je vais présenter Diana Spazenonka qui va nous présenter les outils. Nous avons des initiatives intéressantes qu'ils vont nous présenter. Diana travaille dans les départements d'immunisation, dans les bureaux, le siège principal de l'OMS. Nous allons voir les cadres qu'elle a développés. Elle a aussi produit le guide pour la performance d'analyse d'immunisation et il donne le soutien à partir du bureau siège. Elle a un master en santé dans le London School of Economics. Elle termine son PhD en démographie dans le London School of Economics pour voir l'impact sur les changements économiques et la mortalité. Une ronde des applaudissements. Martine a des études en biosciences dans l'université des Netherlands et une PhD dans la même université. Elle travaille en divers projets sur la santé. Elle focalise un soutien des ministres de santé dans les pays à revenus moyens, Indonésie, Pakistan, Iran, et il a commencé à travailler dans l'année 2021. Il est le project manager pour la capacité d'analyse pour le développement des capacités. Sans plus tarder, je passe la parole à Martine. Merci tout le monde. La présentation d'aujourd'hui, nous avons deux parties. La première, on va focaliser sur l'innovation, les cadres d'innovation et Martine va présenter les soutiens des capacités. D'abord, les innovations pour le vaccin. Ce travail a commencé lors de l'évaluation des vaccins, regardant tous les cycles de vaccins. Ça nous encourage à regarder les différents acteurs, les valeurs des vaccins. Nous avons des questions clés et les outils et les cadres présentés aujourd'hui, nous considérons deux questions. Est-ce que nous devons recommander les fonds financement des vaccins et est-ce qu'on doit introduire les vaccins? Nous allons parler des vaccins pour parler de la partie de l'innovation et aussi la technologie. Quels étaient les défis avec les vaccins et la technologie d'innovation? Il fallait comprendre les besoins des pays et les préférences. C'était nécessaire pour bien comprendre les possibilités d'innovation. Nous, à l'OMS, on a focalisé au niveau des pays dans l'évaluation des produits, comprenant quels étaient les points critiques, mettant les pays au centre et pouvant écouter les voix. Là, nous pouvons comprendre et nous pouvons communiquer les résultats aux acteurs. Nous voyons les profils pour l'innovation et peut-être pour la publication dans un magasin. La capacité
d'innovation en cadre avec 3 objectifs. Les premiers, évaluer les produits, l'innovation de ces produits pour voir quelle est la valeur et les besoins pour l'acceptation. Aussi les communications entre les parties prenantes des divers activités pour voir quels étaient les attributs et les caractéristiques pour comprendre la prise de décision. Quand l'innovation sera disponible dans les marchés, il faut décider s'ils vont utiliser l'innovation ou continuer avec les pratiques courantes. Voici la plateforme pour l'engagement avec les acteurs comme les ministres de santé et les autres parties prenantes. Ça pourrait être implémenté de façon isolée ou ils peuvent comparer différents points de vue dans une seule session. Afro, Sierra, Paro, là, on a développé de formation et nous avons utilisé ça pour 3 innovations. Pour la région, pour les capsules de vaccin oral. Les cadres à 5 objectifs et ça comprend un processus pour la réalisation de ces objectifs et je vais vous donner les détails, mais d'abord, on va prioriser quelles sont les barrières d'immunisation qui peuvent être impactées quand on change la façon de livraison des vaccins. Ces barrières, ils sont, par exemple, les priorités de certaines barrières. Ce n'est pas le même pour les vaccins pour, par exemple, la rougeole ou les choléra. Le deuxième objectif, les attributs pour l'innovation pour éliminer les barrières. Quelles sont les caractéristiques d'innovation qui pourraient aider à réduire ces barrières? Nous voulons comprendre et valider des cas pour l'innovation et comment on peut les utiliser dans les pays quand ils seront disponibles. Nous voulons identifier les données nécessaires pour les pays, pour les décisions dans l'avenir. Et en dernière, mais pas moins important, nous utilisons les formations pour voir l'innovation qui est en cours de développement, les attributs et la possibilité de mettre à jour les programmes d'immunisation. Il y a 5 principes sur lesquels on base les ateliers. La première et plus importante, on prend en considération les pays. L'emphase est écouter la voix du pays concernant les développements ou les innovations. Les acteurs vont valider la conception pour l'innovation. Deuxième, la structure est basée sur l'évidence. Il y a la comparaison entre les divers ateliers basés sur évidence, utilisant l'évidence dans les pays à travers l'information reçue du pays et l'information disponible dans les pays. Ils sont transparents, il y a le consensus et dernier, mais pas moins important, il y a un partenariat au niveau global, au niveau régional et au niveau des pays. Il y a les partenariats entre divers acteurs qui travaillent dans les systèmes d'immunisation. Ici, nous avons les pas à suivre dans l'atelier. Nous avons 4 niveaux et une session de préparation. Dans la préparation, c'est le travail d'identification des barrières pertinentes pour l'immunisation dans les pays. Et pour cela, on utilise les guides de l'OMS
pour l'analyse de la performance des programmes. Ils ont un guide qui nous montre la possibilité des barrières à travers les diverses catégories de EPA. Voyons les phrases spécifiques avec cette guide, nous pouvons voir les barrières et comparer les langages standards. C'est important pour la présentation des résultats. Une fois faite cette analyse, on va voir les différentes sources dans les pays et après cela, on passe à l'atelier. Durant l'atelier, les premiers pas, c'est donner la priorité aux barrières dans le contexte de la population. L'emphase est la diversité au niveau sous-national. Chaque pays a l'opportunité d'identifier comment ils veulent identifier les contextes. Par exemple, en Indonésie, les contextes étaient les différents groupes des îles basés sur le développement socio-économique. En Ouganda, c'était la population qui avait des caractéristiques similaires comme des communautés de pêche, populations nomadiques, les réfugiés ou les personnes qui vivent dans les environnements urbains. Il y a une longue liste de barrières dans le pays, mais les participants, à travers le consensus dans les groupes de travail, déterminent quelles sont les priorités concernant les barrières selon les contextes en discussion. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de diversité à travers les divers contextes, même dans un seul pays. Le deuxième pas, c'est faire les liens des barrières aux attributs d'innovation. Basés sur les profils de l'innovation, on a identifié des caractéristiques spécifiques pour l'innovation et nous demandons aux participants de décider comment ces caractéristiques affectent les barrières identifiées. Nous ne regardons pas seulement les effets positifs, la réduction ou l'élimination des barrières, mais nous voulons comprendre aussi si ces caractéristiques de l'innovation affectent les barrières de façon négative ou s'il y a des défis indirects ou des bénéfices indirects qu'il faut considérer. Nous voulons aussi comprendre les cas des jeunes. On demande quelle est l'application la plus appropriée pour l'innovation dans votre pays. Par exemple, en relation avec beaucoup de conversations d'hier sur les travaux communautaires, nous voulons des innovations telles que les RM Maps et le développement de travailleurs des communautaires. Enfin, le cinquième pas, la détermination des critères pour la décision et la prise de décision pour l'implémentation des stratégies. Et ça, c'est important. On demande aux participants d'imaginer 10 ans dans l'avenir, 10 ans d'ici. Comment ils vont décider? Quels seraient les critères pour regarder au-delà des coûts ou des prix? Et plus important, quelles sont les évidences nécessaires pour la prise de décision? Ça va nous aider pour l'introduction de l'innovation, générant l'évidence. Et ce n'est pas juste les partenaires globaux, mais des pays ont montré l'évidence ou les besoins de participer. On a déjà fait des ateliers dans des pays, comme vous le voyez ici. Nous l'avons fait avec les MR Maps, les capsules, les choléra. On vient juste de terminer en Bangladesh la semaine dernière et on choisit les pays pour la participation, considérant certaines caractéristiques, les priorités, les agendas, les zéro dose, les enfants zéro dose, ou regardant des caractéristiques qui peuvent nous donner d'autres perspectives comme zéro dose. On a à peu près 50 participants et vous voyez la liste des participants, c'est assez long. Ministre de Santé, représentants au niveau sous-national, le groupe de consultation, l'académie, etc. Les feedbacks qu'on a reçus, c'est encourageant. Les pays nous ont dit que les cadres
c'est approprié pour évaluer l'évaluation et ce sont des feedbacks positifs et on les prend à la fin des ateliers. Nous voyons des formations comme disant que c'est informatif, c'est bien structuré, ça les permet de montrer leurs avis et il y a un potentiel d'innovation. Ici, j'aimerais vous montrer rapidement un exemple parce que nous n'avons pas le temps pour montrer tous les trouvailles de cet atelier, mais ils seront publiés un peu plus tard. Mais pour les trouvailles de MR ça nous aide pour atteindre nos objectifs. On a trouvé que les MR aident avec les barrières, par exemple les barrières de transport, l'offre des vaccins, et les attributs tels que la présentation d'une soldeuse, la gestion et les attributs les plus importants pour faire face aux barrières et la possibilité aussi de travailleurs de santé qui peuvent utiliser les MR Maps. Ça c'est vu comme positif. On a vu que les pays seraient intéressés à avoir des programmes pilotes et de faire des études d'évaluation pour avoir aussi, et on aura besoin de guides pour une implémentation appropriée. Comment nous allons utiliser les résultats? Nous voulons que ce soit utilisé pour divers objectifs, pas seulement pour répondre aux questions concernant l'innovation. Cette approche systématique nous permet de le faire. Nous avons souligné certaines façons d'utiliser les résultats des études. Par exemple, pour renforcer les programmes, pour comprendre les barrières de l'immunisation et l'évidence disponible peut aider pour les stratégies ou, par exemple, pour une évaluation des API. Ces résultats peuvent aider pour un agenda pour des recherches, de la pertinence de l'innovation, pour l'utilisation, ça pourrait nous aider pour les considérations d'achat et les considérations programmatiques. Ça nous aide à avoir des évidences d'innovation pour le développement des programmes. Ça nous permet de voir l'avancement à tout niveau. Voici ma dernière diapositive pour faire un résumé. C'est une plateforme pour la participation des pays à travers multiples acteurs, les dialogues, et ça nous permet d'évaluer l'impact de l'innovation et comment ça va être utilisé. On l'a utilisé pour 10 pays et maintenant on a plus de 220 parties prenantes recevant des feedbacks positifs. Nous voulons vraiment vous écouter pour savoir comment ce cadre peut aider pour soutenir le travail que vous faites. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Pour cette deuxième partie de la présentation, nous allons évaluer les cycles de vaccination. Nous voyons que on est en train de faire des développements. Nous allons voir maintenant un outil qui a été développé pour aider les pays à décider s'ils doivent prioriser certains produits qui seront disponibles pour l'implémentation dans les programmes. J'aimerais commencer avec cette diapositive qui nous montre certains défis des pays quand les produits sont disponibles. Les décisions sont difficiles et la question qu'on se pose, comment évaluer les alternatives pour l'introduction, par exemple, est basée sur les évidences, prendre des décisions informées. Il y a certaines options que vous pouvez considérer. Il y a les fabricants qui vont causer des impacts. On a vu l'effectivité coût-prix
et l'impact de caractéristiques de sécurité. Et il y a des autres facteurs à considérer pour les priorités, pour voir quels sont le meilleur choix. Et il y a divers points de vue, il y a divers acteurs et chacune a sa perspective et ses propres préférences concernant les priorités des programmes ou des produits. S'il y a des décisions, il faut considérer les données et des fois, l'information n'est pas disponible pour les choix d'une façon informée. J'aimerais aussi, dans cette présentation, voir les soutiens pour la prise de décision. C'est un outil qui a été développé pour répondre à une demande de questions pour avoir un guide pour prioriser les produits d'immunisation, les services et les stratégies. Et je vais revenir à ce point. Mais ça a été développé pour incorporer les résultats des études des acteurs, multiples perspectives, mais aussi pour avoir l'évidence qui vient de diverses disciplines et de divers systèmes de santé, mais aussi des experts opérationnels et éthiques. Ça va aider à prendre les décisions dans les pays. Ça peut aider aussi à documenter les préférences des pays et pour la prise de décision. Les pays utilisent les outils pour la prise de décision et ça pourrait aider à identifier les opportunités pour la prise de décision quand il y a des difficultés de priorisation. Ça peut aider à souligner les évidences nécessaires pour aider au pays à prendre des décisions. En relation avec cet outil, il y a une équipe de travail qui va donner les recommandations dans les pays à revenus faibles. Il se peut qu'il y ait des recommandations qui comprennent de priorisation, mais aussi il y a des groupes qui pourraient travailler ensemble avec l'établissement d'un comité. Ça peut s'utiliser aussi pour les questions programmatiques. Et en termes de développement, ça a été développé avec 10 pays d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Il y a diverses versions qui ont été développées à travers les temps. L'OMS recommande l'utilisation pour les pays pour aider avec la priorisation. Quand on parle de priorisation, nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a divers types de priorisation. Ça pourrait être choisir une option et pas choisir d'autres options. Par exemple, le choix des produits, comme vous avez les choix entre divers produits, vous voulez faire une comparaison et choisir un produit. Aussi, quand vous avez multiples options sur les programmes ou quand vous avez la possibilité de diverses stratégies, vous choisissez l'option qui soit préférable, plus appropriée pour votre contexte. Par exemple, si vous avez l'introduction des multiples vaccins, il faut prioriser la vaccin à être introduit, par exemple, rotavirus, PCV ou d'autres, et vous pouvez combiner pour créer une synergie. Et il y a aussi, par exemple, les vaccins, l'introduction pour la stratégie de livraison. Vous pouvez, par exemple, voir les roll-up, considérer certaines régions pour introduire ces vaccins. Vous voulez savoir quelle région il faut prioriser. Aussi, ça pourrait être priorisation pour l'immunisation et les alternatives dans ces cas. Par exemple, avoir
investissement pour le vaccin rotavirus ou pour les mesures de prévention de la diarrhée. Ce n'est pas juste les programmes d'immunisation de façon isolée. À rappeler, il y a beaucoup de choses qu'on peut comparer, mais cet outil nous aide quand il y a multiples options que vous êtes en train d'évaluer. Donc, nous parlons de la capacité, les cadres d'innovation et la raison pour laquelle les deux capacités sont basées sur les mêmes principes. C'est basé sur les pays et l'utilisation de l'outil c'est fait par les équipes de pays. Les pays sont flexibles pour basiquement, basé sur leur contexte, faire des décisions et la décision devrait être selon les options qu'ils sont en train de comparer pour la prise des décisions. C'est une approche structurée. Nous avons les outils qui nous permettent de voir un processus de 5 processus. Je vais vous montrer ça dans les prochaines diapositives, focalisant sur décisions basées sur l'évidence, une analyse des différents choix et c'est une façon systématique pour inclure diverses évidences pour divers critères pour la prise de décision et aussi pour considérer la perspective des différentes parties prenantes. C'est aussi transparente. Ça nous permet pour développer une recommandation qui soit explicite en termes de pourquoi on a pris la décision, quelles évidences ont été considérées et comment on a mis tous ces éléments ensemble pour avoir enfin un produit pour la priorisation. Et enfin, ça nous encourage pour avoir les partenariats au niveau des pays. Ça nous encourage pour utiliser les outils pour se mettre ensemble et discuter l'importance de certains éléments et pour travailler avec divers experts. C'est une aperçu des pas à suivre dans les cadres de soutien des capacités. Ça a commencé avec une question. On focalise sur la question à répondre, mais vous considérez aussi les options à considérer dans les processus de priorisation. Et une fois que vous avez la question et les options à comparer, vous pouvez passer au 12e P, les critères pour cette décision et ça pourrait être une liste par défaut. Par exemple, NITEX a des cadres standards avec des critères standards et Des décisions que serait mieux de changer la liste ou l'étendre et de créer une de zéro pour que ça soit mieux pour la décision. Mais une fois que vous avez votre caractéria et votre décision, pour l'évaluation, peut-être ça dépend du temps que vous avez pour les processus, pour montrer quel peu de l'évidence. Et après, c'est l'évaluation. Vous voyez tous les services que vous avez summarisés et pour voir quelle option fonctionne mieux, pour voir interchanger en basant sur les contextes. Et finalement, il y a une 5e étape, c'est la recommandation où vous pensez pour l'avenir et vous pensez sur des recommandations additionnelles que vous pouvez faire pour assurer le succès des recommandations au niveau des opérations et prise de décision. Ça, c'est le processus de 5 pas. Et vous pouvez un outil que vous pouvez faire. Il y a aussi beaucoup de guides autour dans les et cet outil est vraiment pour pouvoir délivrer sur tous les pas et vraiment une compréhension intégrale de ce qu'il faut pour chaque pas. Même si c'est un
un outil Excel. On pouvait l'employer pour documenter et cela fait la promotion pour que les groupes s'unissent pour décider ce qu'ils vont faire après. Alors, ces diapositives, c'est des exemples de comment ça a été employé jusqu'à ce point. Du côté gauche, vous pouvez voir l'exemple de l'Indonésie où on se centre la planification pour informer sur les processus de vaccination qui vont être remplacés par la NIS, les stratégies pour différents scénarios. Et il voulait choisir les scénarios pour l'introduction dans les programmes IP. Et les résultats d'employer les outils de support, c'est que ça donne un scénario. Et pour ces 3 vaccins, ils sont recommandés au ministère de la Santé. Alors, au milieu, il a l'exemple de Maui. C'est un exemple différent. Là, c'était les GPI avec les directeurs pour la santé publique, avec, dans le contexte de faire une application Gafi. Il y a des produits différents qu'ils pouvaient introduire pour des vaccins spécifiques. Et les par-dessus les doses. Et ils ont essayé de prioriser quel vaccin était mieux pour leur contexte. Et comme résultat d'employer cet outil, il avait une meilleure justification pour le choix de leurs produits à Gafi. Et cela l'a aidé. Ici, à côté droite, on a l'exemple de l'Éthiopie. Et dans ce cas, c'était l'Institut de santé publique qui a guidé le processus. Et ils ont essayé de faire l'optimisation de la couverture pour augmenter la couverture avec leurs options. Et la question ici, c'était plutôt s'il faut changer à 10 doses ou à 5 doses. Et finalement, ils ont fait une recommandation pour chercher des évidences supplémentaires. Alors, il y a des façons différentes d'employer l'outil. Et comme j'ai mentionné, il y a 5 pas, mais indépendant, comme on peut faire leur évaluation, leur discussion autour des évidences qui sont résumées, vous pouvez sauter un peu ou vous pouvez peut-être faire des pensées additionnelles, des choses additionnelles pour les caractérias et pour voir son importance. Mais on peut voir, je vais montrer la différence des façons d'employer l'outil. Ici, un exemple de cette façon, quand on pensait à des scénarios échelonnés, dans ce cas particulier, pour la question de décision, on pense plutôt d'abord au contexte. Et ce cas, ce n'était pas clair si ça serait avec une couverture nationale, serait préféré à la place d'un échelonnement graduel. Et peut-être tous les deux. Et si la couverture nationale en 200, en 2025, et la question des décisions qui sont centrées, dont ils se sont centrés, qu'est-ce qui est le meilleur scénario pour l'échelonnage avec l'introduction des PCI dans une couverture nationale pour 2022. Alors, quelques-unes des caractérias qui sont vus ici, c'était important de penser des maladies, de ces options, les résultats, de l'impact de la production locale, la capacité de coaching et bien sûr les déchets de cette introduction, si ça rentrerait dans les événements, l'acceptation de la communauté effective et de donner une idée des différentes caractérias qui se répartissent de ces processus. Et par cette caractéria, il faut voir les résultats où vous êtes passé par ces processus. Les critères. Ça, c'est l'évaluation. Vous voyez les évidences de sa collection pour un matrix de comportement. Alors, vous allez identifier l'évidence
trouver et la métrique des comportements, c'est un résumé plus élevé de ces critères. Alors, ce n'est pas une nouvelle information, mais c'est un autre niveau que vous pouvez employer dans vos discussions dans les prochains pas. Dans les outils de prise de décision, c'est beaucoup de guides de comment écrire cela. Par exemple, les critères d'effectivité point de vue coût, la littérature que vous avez identifiée, et aussi il a un espace pour faire une note avec la confidence que vous avez sur cette évidence. De façon que vous pouvez présenter cela au comité et remplir aussi les références, les données que vous avez employées. Il y a aussi un standard, format standard pour les métriques de comportement. Ça n'introduit pas des nouvelles informations, mais c'est plutôt pour l'employer pour des discussions, lesquelles des options seraient mieux. Alors ici, vous pouvez les produits A, les produits B d'un côté, et quelques sont des critères qui sont là, et la disponibilité. Pour chacun, il a un résumé de haut niveau sur les exécution, la performance, et les comités puissent vraiment voir très vite ce qui est disponible. Alors, la quatrième étape, c'est l'évaluation. Et c'est là où vraiment, soit vous discutez basé sur la métrique de performance, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, soit vous allez critère par critère pour identifier de perspective quelles des options vous préférez. Et alors, une fois vous essayez d'identifier quelle fonctionne le mieux, vous regardez avec les comités d'un point de vue holistique et lesquelles des options seraient préférées ou quel ordre d'introduction est préféré. Mais il y a aussi l'option de voir les aides visuelles et aussi du côté droit, vous pouvez voir cette aide visuelle pour un des critères. Les membres du comité aussi ont donné l'importance des différents critères de façon que vous pouvez imaginer des critères qui soient plus importants dans votre prise de décision en relation avec des autres. Mais ça peut être aussi avec le même poids. Et aussi, il y a bien sûr les choses qui sont représentées ici par la couleur et de façon pour pouvoir avoir l'option finale de 1 à 10, par exemple, vous définissez avec votre comité pour basiquement employer l'évidence pour donner une qualification par une de chacun des critères de performance. Si par exemple on voit l'effectivité du coût, si vraiment vous pouvez lui donner 10 points, si ce n'est pas effectif, point de vue coût, c'est 0 et quelque chose part entre ces deux chiffres, par exemple 5. Et si vous faites cela pour chacun des critères, vous pouvez avoir ces aides visuelles pour guider les discussions dans vos comités de façon que vous pouvez vraiment faire des échanges. Au moins, vous pouvez voir où sont les différences en termes de performance. Mais aussi, vous pouvez voir s'il y a peut-être quelques critères ou des actions acceptables. C'est optionnel. Vous pouvez voir les métriques d'évidence ou cette aide visuelle. Il y a aussi une option qui a à voir avec les données de certainté. Par exemple, si vous pouvez changer quelques-uns des poids, s'il n'y a pas les membres du comité ne sont pas d'accord, vous pouvez changer aussi la performance. S'il y a beaucoup de données, on peut faire les estimer, ou vous pouvez les changer. Et en plus, à la partie d'en haut de la graphe, vous pouvez voir les qualifications totales et voir si les préférences de l'autre de ces produits se montrent. Peut-être, et bien sûr, c'est simplement, et c'est pour stimuler la discussion et ce n'est pas guidé, mais cela va donner un support à la discussion. Il y a aussi cette guide sur la règle de décision pour quelques-unes des questions que vous essayez de répondre avec le support de décision. Vous pouvez voir qu'il y a des critères, par exemple effectifs avec les coûts. Il y a des modèles où vous pouvez voir l'effectivité du coût. Vous pouvez voir un procès plus simple. Vous pouvez voir que les options étaient réduites de 6 à 4. Alors, vous pouvez voir les autres critères et quelquefois, c'est utile d'employer l'impact, si les choses qui ont un impact seulement à la fin du processus.
Et après que vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, vous pouvez employer les critères d'impact et que vous pouvez vraiment implémenter durable dans votre projet à la fin du processus. Là, le point final des recommandations sur le développement des recommandations finales et penser sur les recommandations additionnelles que vous pouvez considérer devant le ministère de Santé si vous faites des recommandations pour eux et vraiment documenter les brèches des évidences que vous avez identifiées dans le processus. Et finalement, je veux dire quelque chose sur les feedbacks que nous avons reçus de l'Éthiopie et l'Indonésie, quelques bénéfices qu'ils ont identifiés en employant ce processus. Les premiers, c'est vraiment, cela nous a donné un processus, et ça c'était une des choses, bénéfices qu'ils sentaient pour eux, une guide. Et la seconde, c'est que vraiment, c'est les encourager pour voir plus de critères d'une façon plus simple que ce qu'ils auraient considéré originellement. Et pour que les comités soient explicites, quels critères ils pensent et penser avec attention ce qu'ils voudraient considérer. Et finalement, le pas à pas, c'est l'évidence, les brèches qu'on peut contribuer à des agendas de recherche nationales et régionalement et globalement. Alors, cette diapositive, c'est des feedbacks de la région et il a eu un outil, un atelier pour prendre des décisions. On a reconnu les valeurs en employant la synergie, par exemple, avec Project et l'initiative Project qui aussi prend la décision. Et la région Sierra, ils ont pensé que que c'était bien de donner le support à l'intégrer dans un cadre d'introduction et en le positionnant comme un outil qui peut être employé comme partie du processus d'analyse. Et après, dans la région, ils ont senti aussi que cette méthodologie vraiment les aider avec des défis qui sont dans la région, qui vont vraiment l'aider, les options qu'ils sont dans les critères qu'ils voudraient considérer. Alors, finalement, il y a pour le programme, pour la recherche, mais aussi pour optimiser les décisions, mais le développement des produits en employant les évidences ou les feedbacks des pays et le développement des produits et développer des évidences. Et finalement, comme un point final, il y a aussi la possibilité de décision qui peut aider au pays dans l'évaluation des évidences une fois qu'ils ont vu les critères. Maintenant, il faut identifier les évidences et là, vous pouvez employer ces ressources à point d'entrée pour identifier un peu des guides, les efforts qui sont disponibles. Et ce qui est bien avec ces ressources, que c'est intégré avec Tecna et que les ressources sont groupées par critères pour la prise de décision. Alors, on peut rapidement identifier quelques-unes des ressources disponibles. Et là, peut-être on va maintenant ouvrir pour les questions. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation et aussi pour voir un peu ce que vous faites sur la capacité. Alors, on a 7 minutes pour les questions. Merci beaucoup. Vraiment, je suis enthousiaste. C'est vraiment très, très profond. Moi, j'ai une question pour Martin. Moi, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais il y a des outils qui ont été développés dans ce sens. Un, c'est le profil des objectifs GTF qui est très aligné pour les critères et l'évidence des critères. Et aussi, les profils pour guider les développements cliniques. Alors, quand on a cette option, il recommande les développements, les chercheurs, développeurs de considérer aussi la politique
et pour mettre cette intervention dans les études. Et alors ça s'ajoute à ce qui existe déjà. Et la seconde, je crois que vous avez développé par l'Organisation mondiale de la santé, mais je crois elle était la guide. Mais je crois que c'était un membre du groupe de travail pour la considération pour les vaccins. Mais cela vraiment reflète le profil de politique. Il y a beaucoup des éléments que vous avez soulignés ici sont contenus déjà dans cet outil. Et une des raisons pour qu'on a développé cet outil, c'est vraiment pour guider c'était pour guider les fabricants, mais aussi pour guider les adolescents. Je crois que l'outil, mais cela peut avoir des ressources pour complémenter, mais du point de vue pratique, c'est moi qu'est-ce que nous recommanderons au gouvernement pour les preneurs de décision. J'aimerais répondre. Ok, écoutez les autres questions. Merci pour les présentations excellentes. C'est très inspirant et c'est inspiratrice pour nous. Moi, je crois que je veux dire que l'outil de support et des choix est très, très fort. Et merci d'avoir partagé avec nous. Et peut-être parce que c'est basé sur Excel, c'est un outil d'Excel. Moi, je me demande jusqu'à quel point vous avez déjà créé la capacité des pays, que ça pourrait être des groupes de travail, les groupes qui doivent donner des recommandations à ceux qui prennent les décisions pour prendre la bonne décision basée en évidence. Alors, le point principal ici, c'est que vous avez des outils et n'importe quoi que vous voulez faire, c'est pour les processus et au niveau des pays. Alors, à quel point vous envisagez de former ou créer les capacités au niveau national ou subnational, parce que vous savez que maintenant, nous allons le travail logistique pour prendre des décisions. Quel est votre plan à ce sujet pour les comités? Et le second point, c'est à quel point l'outil est aussi pour mesurer le niveau d'application des recommandations. Parce que vous pouvez donner des recommandations excellentes avec des évidences rationnelles, mais ceux qui prennent les décisions ou le gouvernement peut-être prendront pas comme vos recommandations. Alors, jusqu'à quel point cet outil est en train de documenter les niveaux bas d'application des recommandations. Et pour Diana, moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Merci beaucoup. Et moi, je crois que si j'ai bien compris l'outil des supports, c'est pour faire des ateliers. C'est un peu inclusif dans l'engagement et l'inclusion de tous les parties intéressées, les partenaires, les gouvernements, pour assurer que n'importe quelle innovation est vérifiée. Et maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on peut employer les mêmes approches pour systématiquement et faire face à toutes les barrières, mais ici, parce que je crois que la raison pour identifier les barrières, mais malgré la couverture des vaccins, ça peut être la chaîne d'approvisionnement ou des autres. Mais quand vous avez la liste déjà de toutes les barrières, à quel point pouvez-vous mettre dans toutes ces barrières les innovations possibles? Et je crois qu'il y a une brèche ici. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de mettre ensemble toutes les innovations déjà introduites au niveau des programmes testés. Mais comment peut-on vraiment avoir cette approche pour systématiquement amener l'innovation au niveau pays? Mais votre approche est excellente, mais peut-être c'est centré seulement les innovations pour voir quelles barrières pour pouvoir employer cette innovation. Mais si vous avez une vision plus compréhensive, SPP, ces exercices analysent la situation et
Et je crois que ça va dans la direction. J'aimerais connaître un peu plus et je vais discuter avec vous. L'attribut d'innovation. Mais je vais répondre à quelques questions très brièvement parce qu'on a surpassé le temps. Mais c'est pour répondre, les profils, c'est vraiment les développements des produits et aussi les fabricants qui puissent développer ces produits PPP. Mais je crois qu'il faut aller au pays et vraiment leur demander sur leurs préférences qui sont définies d'une façon qu'il y a encore beaucoup de différences qu'on peut faire dans votre conception qui ne font pas partie du PPP pour la définition. Alors, une fois que le produit est disponible, il doit prioriser qu'est-ce que je fais d'abord pour la décision, centrée sur ce qui est une question différente. Mais on espère que les produits que vous avez disponibles soient déjà en ligne avec les PPP et les préférences des pays. Alors, en termes des plans de formation, nous essayons de construire sur des autres initiatives pour les faire disponibles, par exemple, sur les réseaux. Et pour peut-être développer quelque chose là, nous discutons avec l'équipe et nous travaillons avec les régions pour qu'ils soient dans le siège du conducteur, pour que chaque pays implémente cet outil, qu'il soit disponible s'il a des autres questions, qu'il s'arrête et des autres préférences pour le développement. Et en fin de compte, je crois, en termes des applications, je crois qu'un des objectifs pour ce genre d'approche, un des bénéfices, c'est que vous pourrez communiquer beaucoup mieux avec votre ministre de Santé les valeurs de ces interventions et la priorité des options en dessous des autres. Et je crois que c'est là vous êtes comme un groupe pour communiquer vos préférences. Merci beaucoup, Martin. Et vous pouvez parler avec lui quand vous les rencontrez pendant la prochaine session. Est-ce que vous avez le temps pour une question? Non. Bon. Alors, applaudissez.